J'avais un papa qui, par contre, partait très tôt et c'était un bosseur comme moi. Donc j'ai peut-être manqué un petit peu d'affection. Le problème, c'est qu'on parle du travail, mais j'ai rajouté d'autres choses à côté. Jusqu'à ce qu'un jour, il faut l'avouer, il y a eu un burn-out. Vous remettez les billets dans la poche. Du cycliste qui était par terre? Évidemment. Mais il était pas mort. J'ai trop souffert. On a arrosé la retraite, j'avais trop mal. Je me doutais que c'était cette saloperie qui arrivait. Non, je la sors pas, celle-là. Bah bien sûr que si. Non. Ah bah c'est le moment. Non, Benoît. Mais personne va nous regarder. Bonjour à tous et bienvenue sur Hors Piste, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Ranquet, un ancien moniteur d'auto-école, jeune retraité et depuis peu influenceur sur les réseaux sociaux. Vous allez découvrir son parcours, des anecdotes incroyables et comprendre pourquoi, dans la vie, il a dû se retrouver parfois hors piste malgré lui. Je m'appelle Jean-François Ranquet, je suis dans Hors Piste, le podcast. Bon, bonjour Jean-François, Bonjour Benoît. ravi de te recevoir. Également, c'est un plaisir d'être dans tes locaux. On a dit qu'on se tutoyait. Oui, Hein, on se connaît on va- depuis un certain temps quand même. On ne va pas jouer le vouvoiement Non, pas de ça entre nous. devant les caméras. Tu es le premier invité. Merci, tu as tenu ta parole. C'est vrai. Il y a maintenant plusieurs mois, je t'avais dit, je prévois un podcast. Dans un bar, C'est vrai, à Guéret. c'est vrai. On le nomme ou pas? Oui, on peut. À l'Express, une soirée partenaire du Rugby Club Guéret. Exactement. Je m'en souviens très bien. Et je t'avais dit, j'ai un projet un peu bizarre. Alors, c'est pas, je vais céder à la mode du podcast. Et puis, tu seras mon premier invité. Ça me tient à cœur. Et quelques mois après, tu es le premier invité. Je te remercie. Voilà. Bon, Jean-François, donc c'est une première. Écoute, je vais t'expliquer comment ça marche. On va avoir une conversation naturelle dans laquelle il n'y aura pas de filtre. L'idée, c'est de te connaître un peu mieux, ton parcours, ton histoire, tes déceptions de la vie, tes joies, tes bonheurs, bref. On va essayer de creuser pour savoir qui tu es au fond de toi. Et pour commencer, je te propose de commencer avec la chose suivante. Écoute bien. Je me suis dit, pour savoir qui est Jean-François, je vais faire une étude sur son prénom et de savoir qu'est-ce qu'on dit des Jean-François sur Internet sur les traits de caractère. Est-ce que tu savais qu'apparemment on peut avoir un trait de caractère ou une influence par rapport au prénom qu'on a? J'ai entendu parler de cela, en effet, mais j'ai pas approfondi la chose, c'est ce que tu vas faire, donc à ma place. Alors écoute, je vais te lire ce que j'ai trouvé. La source, c'est le Journal des femmes. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Ça commence bien. Jean-François. Alors pour les Jean-François. Jean-François est une personne attirée par la beauté et l'art. On le verra d'ailleurs très souvent assister à des expositions. Il est coquet et élégant. Il envoûte les personnes qu'il rencontre. Jean-François peut paraître mondain, mais en réalité, il préfère la tranquillité pour lui. Il n'y a rien de mieux que le calme d'un foyer dans lequel il s'efforce de faire régner l'harmonie. En amour, les Jean-François se sentent souvent incompris. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette définition de ton prénom? Alors, envoûté, c'est un grand mot. Il est vrai que le calme, il y a eu du calme au niveau de l'amour, entre guillemets aussi, puisque j'ai eu une période sans compagne, sans femme. Ça semble un peu surprenant peut-être, mais ça correspond pas trop par contre pour le côté mondain. Même si je rencontre du beau monde, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout de ce côté-là. Même s'il est vrai que je suis souvent bien entouré. Les dernières fois où on m'a vu, justement, on en parlera tout à l'heure sur les réseaux, on est même parfois, tu le sais bien, jalousé. Parce que quand on est présent auprès de ces personnes-là, et comment se fait-il que, et voilà, il connaît un tel, pourquoi il fait la bise à la préfète, et patati et patata. Donc, c'est vrai que ça me plaît aussi d'être entouré, grâce à l'auto-école, où j'ai pu rencontrer, évidemment, des fils ou des filles de députés, de sénateurs, donc ce côté politique, et puis aussi avec le club partenaire, où il y avait 110 entreprises, des chefs d'entreprise, des belles personnes à notre table, notamment le dimanche. Il va de soi que de fil en aiguille, avec toutes les années, on reste fidèle à ces personnes-là. Mais par contre, il y a peut-être des choses vraies, mais entre parenthèses, il y a une petite anecdote. C'est que finalement, ils se sont aperçus, au niveau de l'état civil, qu'il n'y avait pas la cédille entre le Jean et le François. Donc finalement, c'est peut-être pour maintenant, ça qu'il y a des actuellement, on m'appelle écarts, que Jean. alors. Ok. Donc il y a peut-être que la moitié de ce que tu as dit. Ah, mais c'est possible, c'est possible. Mais on va continuer, c'est pas terminé. Comme introduction, on va également parler de l'astrologie. Tu crois un peu en ça? Plus ou moins, non, pas Non, trop. pas plus que ça. Non. Alors écoute, tu es né un 31 janvier. Oui. C'est bien ça? Je suis un Verseau. Et voilà. Alors, t'es un Verseau, c'est vrai, c'est ce que j'ai Bien de trouvé. savoir que je suis un Verseau. On dit l'année ou pas?
Oui, bien sûr, 1962. Exactement, donc tu as 63 ans à l'heure où on se parle. Oui. Puisqu'on est en novembre 2025. Alors écoute, je vais te dire ce qu'on dit des Verseaux. Et là, pareil, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Le Verseau est souvent inventif, imaginatif. Il a toujours une longueur d'avance sur son temps. En revanche, il éprouve de grandes difficultés à se plier à une discipline extérieure. Il s'épanouira vraiment dans une profession indépendante en créant lui-même son entreprise. Il est un peu à l'image d'un savant fou, un génie tête en l'air, rêvant parfois de projets peu réalistes. C'est un être paradoxal, d'un côté cosmopolite, profondément humaniste et tolérant. Mais d'un autre côté, il peut aussi être froid, distant et introverti. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça te ressemble? Alors, oui, notamment pour l'indépendance. Je suis installé, tu le sais bien, depuis l'âge de 19 ans et demi. Et c'est ce que je pense souvent à mes parents, mon père notamment, qui lui aussi s'est installé avant 20 ans dans le domaine des transports, vente d'engrais, de paille, etc. Donc vous avez été entrepreneurs jeunes tous les deux très tôt, quoi. C'est pour ça que je pense que le fait que je me sois installé à 19 ans et demi, j'ai réussi le diplôme de moniteur auto-école, comme beaucoup le savent en Creuse, à 19 ans et 3 mois. J'étais le plus jeune moniteur de Creuse, peut-être pas de France, je ne vais pas dire ça parce que je connais pas les chiffres. On va revenir sur tout ça, sur ton parcours après. D'accord. On va rester déjà sur la définition de ton prénom, et ton astrologique, pardon. Ça te ressemble, tu trouves, dans l'ensemble? L'autonomie, l'indépendance, le fait que, évidemment, introverti, non, je pense pas. Mon fils Thibaut, oui, mais moi, non. Et puis, il est vrai que j'aime entreprendre. Je l'ai prouvé, j'espère, à travers mon parcours professionnel, à travers les associations que j'ai vice-présidées ou présidées. Il y a des choses vraies, je n'ai pas tout retenu, mais il y a tellement d'adjectifs dans tout ce que tu as dit. Mais ça correspond bien, ce côté-là, quand même. Il y a des bons traits de caractère du Verseau, on peut dire que tu es un vrai Verseau. Oui, je suis un vrai Verseau. Bon, très bien. On va parler de ton actualité pour commencer, parce que récemment, tu as fait une communication, tu es en train de créer également ton podcast, en association avec une Céline, si je ne me trompe pas. Oui. Un podcast qui s'appelle En toute intimité, et dans lequel tu es le premier invité. Voilà. J'ai vu le teaser, je l'ai trouvé honnêtement très bien fait. Donc voilà, aujourd'hui, on est en train de parler de Hors Piste, le podcast, mais on va également parler de En toute intimité, parce que il peut y avoir 1000 podcasts très différents. Moi, je suis très content qu'on lance le nôtre en même temps. Et je suis vraiment, je me répète, ravi que tu sois le premier invité pour ça. Est-ce que tu peux nous parler justement de d'où c'est venu cette idée que tu fasses le podcast avec Céline? Comment c'est arrivé et quels sont vos objectifs? Alors, on va commencer par l'historique. Déjà, c'est une ancienne élève de l'auto-école que j'ai eue il y a une vingtaine d'années. Cette Céline, c'est une romancière. Je n'ai pas pour autant lu ses romans. Je l'avoue, autant pour moi. Donc on ne sait pas si c'est des bons bouquins. Je connais quelqu'un, Christelle, l'inspectrice du permis de conduire, qui par exemple m'a parlé de ses bouquins, ses romans. Je l'ai vu aussi dans l'émission Point Fort sur France 3. Okay. Elle en parle beaucoup. Je n'ai pas retenu tous les titres, donc il ne faut pas me piéger là-dessus. Mais en tout cas, elle est connue dans ce domaine. Elle est aide-soignante à la base. Ensuite, elle fait de la formation dorénavant. Elle a fait un peu de journalisme aussi. Et on s'est rencontrés au contrôle technique creusois à Gouzon, lorsque j'ai fait un contrôle de berlingot de mes parents. Elle savait, elle me suivait sur les réseaux comme quoi je valorisais les anciens élèves, et on s'est donné rendez-vous au bar à Gouzon pour tout simplement boire un café. Ainsi, la confiance entre nous commençait à monter. Sans plan, on s'est compris, c'était simplement de l'amitié et un lien qui faisait qu'on sentait qu'elle avait un projet en tête. Elle me dit: Jean-François, c'est très bien ce que tu fais, mais j'ai une idée. Donc c'est elle qui a eu l'idée. Ça serait de monter un podcast, en effet, d'environ 15 minutes sur les personnalités en Creuse. Et au bout d'un certain temps, elle a fini par me dire: ça serait bien que ça soit toi le premier aussi. Bah, c'est chouette ça. Ok. Voilà. Très bien. Et le projet s'est monté petit à petit, parce que monter une chaîne YouTube, ça ne se passe pas comme ça. Il faut y réfléchir en 2 fois. Je savais aussi qu'étant à la retraite, je ne voudrais pas être non plus trop envahi, parce que moi déjà je suis un novice dans les réseaux sociaux. J'ai commencé il y a 5 mois et jamais j'aurais pu que ça aurait eu ce côté exponentiel. Je suis un peu atypique dans ce domaine, puisqu'à 62 ans et demi, c'est à cause d'Ancelin tout ça. Et c'est vrai que se lancer dans les réseaux sociaux justement à l'âge que tu as, c'est un peu, c'est original en tout cas. J'avais
Mais alors vraiment, au niveau professionnel, 250 personnes qui me suivaient parce que, en particulier au moment du film Liberté, Qualité, Permis B, j'étais obligé de diffuser quand même, des éléments. Bon, on va essayer maintenant de rentrer un peu dans le détail de ta vie, Jean-François. Oui. On va creuser ensemble pour savoir qui tu es, d'où tu viens, et est-ce que tu es d'accord pour qu'on lance ce parcours ensemble dès maintenant? Ah tout à fait, si je suis venu ici, c'est pour, aller tous azimuts dans tous les domaines. Très bien, c'est parfait. Alors écoute, on va commencer par l'enfance, tout simplement. Et je voudrais que tu me dises, est-ce que tu te souviens justement de l'endroit où tu as grandi? Et ça ressemblait à quoi quand tu étais enfant? Alors, déjà, je suis né à Jarnages, chez mon médecin de famille, puisque à 7 mois et demi, on ne croyait pas que j'allais déjà venir au monde. Et il a fallu donc précipitamment aller chez le médecin et on pouvait à ce moment-là, il faut croire, donc déjà être mis au monde dans un cabinet médical. C'était pas les accouchements comme maintenant, donc pour les mamans, ça devait être un peu plus dur, hein. C'était rude à l'époque, hein. Certainement, mais je n'en ai jamais parlé avec ma mère qui est décédée l'an dernier. Oui, c'est un sujet, ça que vous n'avez jamais abordé, donc. Non, non, ce côté Bon. souffrance ou ce côté précipitation de l'accouchement, non. Ouais, c'est une autre époque, il y a peut-être d'autres tabous justement, des choses, sujets qu'on n'abordait pas avec ses parents peut-être. Oui, mais en tout cas, je suis là, c'est le principal, et ça s'est bien passé apparemment. Et voilà, grandi oui à Jarnages, mon bourg natal donc. Je suis allé à l'école à Jarnages, j'étais déjà, Benoît, un petit peu le chef de bande. Quand je faisais du vélo avec les copains, j'étais toujours en tête. Est-ce qu'il y avait un signe? Je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas devenu un chef d'entreprise avec beaucoup de salariés qui me suivaient derrière. On en parlera plus tard. Mais il y avait ce côté un petit peu chef. C'est vrai, il me suivait. L'école, ensuite tout ce qu'on peut faire quand on est enfant, comme toi sûrement, jouer au foot, faire du vélo. Et puis après, plus tard, au-delà, on rentre au collège à Guéret, mais ça c'est un petit peu plus tard tout ça. Quel est le premier souvenir d'enfant, j'ai envie de dire, quel est le souvenir heureux tu as quand tu étais enfant qui te reviendrait là maintenant? Je pense que la liberté, évidemment, et puis jouer tout simplement. Tu t'en souviens vraiment de ça de quand tu étais enfant? Oui, quand même. Il y a des choses qui te Je me reviennent? souviens, je retrouve des amis d'enfance, je retrouve évidemment des gens qui sont des jeunes qui à l'époque sont restés sur Jarnages. On en parle, on s'épanouissait jusqu'à 10 ans. Bon, je me souviens plutôt de l'école, un petit peu les groupes qu'on formait. J'avais un papa qui, par contre, on peut revenir là-dessus, partait très tôt et c'était un bosseur comme moi. Il mangeait en une demi-heure. Donc peut-être, je me permets d'en parler, manquait un petit peu d'affection et j'étais un peu seul, un petit peu dans mon coin. Je parlais d'être en bande comme ça, mais il y avait ce côté quand même un peu timide, un peu réservé qui faisait que je suis fils unique. Et pas de sœur, pas de frère, donc évidemment, fils unique. Ouais, c'était ma question Et justement, je voulais savoir si tu étais j'étais justement seul, seul. donc Ok. il y avait des côtés quand même. Il n'y avait pas de portable, c'était pas la télévision, mais je jouais. J'avais une cousine très rapprochée, c'était un peu ma sœur Catherine. Mais voilà, c'est l'enfance, c'est vrai que c'est un petit peu loin tout ça, hein, Bien sûr vu que c'est mon loin. âge avancé. Mais Et ton papa, tu me disais, il était chef d'entreprise dans le transport, c'est ça? transport, il vendait de la paille, il vendait des aliments, il travaillait aussi sur les routes. On en parlera plus tard. Ma mère aussi, ça a été une des premières à avoir le permis poids lourd Ah oui. en Ah, mais France. elle en travaillait Creuse. avec ton papa, ta maman? Oui, voilà. Ok. Mais une fois que je suis né, elle a un petit peu lâché tout ça. Elle l'a aidé, côté paperasse, etc. D'accord. Quel genre d'enfant tu étais? Ben, je reviens un peu de ce que là-dessus. tu te Pas souviens. perturbé, mais je perturbais pas trop les autres, mais ce côté un petit peu chef dont je viens de parler tout à l'heure. Mais par contre, assez réservé, c'est vrai. Je me souviens, par contre, dans les salles de classe, avec mes instituteurs, institutrices, on disait comme ça à l'époque, faire des bêtises aussi, ça va de soi. Quand on est jeune, je me suis fait taper sur les doigts avec une règle en fer. Maintenant, Et c'est vrai où qu'à ça irait l'époque, au piquet, c'est ça. on Donc, jouait dans la cour. C'est du t'avais, traditionnel. t'as connu la génération avec le bonnet d'âne, Oui. avec le je tape avec la règle sur les doigts. Oui, une règle en fer. Et qu'est-ce que ça apprend, ça, quand on est enfant et qu'on est un peu... Alors, aujourd'hui, ce serait inimaginable dans notre époque. Ça se retournerait surtout contre celui qui le ferait, hein, c'est compris. Et quand c'est comme ça, on le dit à ses parents quand on a été puni, on le dit pas. À ton Bon, époque, j'ai c'était dû comment? cacher des choses, mais ce côté disciplinaire, entre guillemets, nous a permis quand même, on peut les remercier, ils ont disparu bien sûr, mais je pense que cette discipline
manquent certainement actuellement à l'éducation nationale, mais ils ne peuvent pas engendrer tout ça puisque ça se retournerait contre eux, même au niveau donc, des tribunaux. Évidemment, il y aurait le côté un petit peu... Ok, effectivement. Mais les temps ont changé, l'époque a changé, c'est comme ça. Si on avance un petit peu dans la chronologie, quel type d'adolescent tu es devenu ensuite quand tu arrives au lycée? Alors, déjà, il faut savoir que je suis rentré à 10 ans et 4 mois au lycée Pierre-Bourdan. Vous allez me dire, quoi, au lycée Pierre-Bourdan? Eh oui, pour ceux qui s'en souviennent, au lycée Pierre-Bourdan, eh bien, ça allait de la 6e à la terminale, Ah oui, il y avait collège et lycée. avant que Martin Nadeau ouvre. Et je me suis retrouvé à 10 ans et 3 mois. Allez, j'ai une petite anecdote. Les terminales, à ce moment-là, au réfectoire, avaient du vin rouge mélangé un petit peu avec de l'eau. Et Et nous, comment, en comment sixième... est-ce qu'on pouvait avoir de l'alcool à ce moment-là? Bon, c'était un alcool, donc un petit peu coupé avec de l'eau. Et je me souviens très bien, et ceux qui vont suivre ce podcast s'en souviendront aussi, avec les copains à 10 ans, et vous imaginez, à 4 mois, on s'est faufilé, on était boire un petit coup au réfectoire. Ça n'existerait plus non plus, tout ça. Hein. Alors ça, je suis Mais surpris. j'étais très jeune, hein, donc, et là, en 6e, à 10 ans et 4 mois, puisque j'avais un an d'avance, donc ça a été décalé, évidemment. Ah, Et je me souviendrai toujours. d'accord. Et le Alors, hasard voudra que 10 ans plus tard, je m'installais à quelques mètres de lycée. et quand tu es encore adolescent, donc tu es au collège-lycée, hein, j'ai bien compris, ça faisait tout en même temps. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi tes rêves à l'époque? Ou ce que tu imaginais pour toi pour l'avenir? Oh, docteur. On joue souvent au docteur aussi avec les copines. Donc, ça Non, souvent, attends, tu voulais pas jouer au pilote docteur d'avion, ou mais tu voulais je être jouais au docteur? docteur, mais peut-être que je voulais l'être aussi. C'est classique, mais bon. Voilà. Non, mais j'avais pas aucune idée à ce moment-là, je pense. Mais par contre, ce qui me caractérisait, j'ai retrouvé des bulletins. Doit Alors, faire ses preuves, ne participe pas. Non, peut mieux faire. ça aurait été un docteur timide. Hein. T'avais pas du peut mieux faire? Bien sûr que si, il peut mieux faire. Donc peut-être qu'après, mon parcours fait que à la base, il y avait tout ça, mais c'était pas brillant. J'ai obtenu mon brevet, évidemment, du premier coup. Ouais. Après, mais et donc après, donc au Martin Nadeau, c'est vrai qu'avec les professeurs, la musique, par contre, une catastrophe, le dessin, une Et en catastrophe. sport, Tous les t'étais travaux, bon? eh ben oui, j'étais très rapide, notamment. Ah, J'étais un des plus rapides, en gabarit, au niveau du 100 mètres, du 80 mètres, avec Monsieur Latour. Il serait là pour nous le prouver, il est encore là, nous le confirmer, pardon. J'étais très bon à ce niveau-là. Puis après, je me suis lancé dans le tennis de table, ça marchait très bien. Le football, j'ai adoré, j'ai joué jusqu'à 23 ans, jusqu'à l'opération du genou. Mais par contre, bon allez, je l'avoue, la piscine, catastrophe. Pourquoi? tu nages bien comme un parpaing? C'est ça? Alors pourquoi? Parce que à la piscine de Guéret, si je le retrouvais celui-là, on m'a poussé dans la grande piscine. Donc vous imaginez, on est venu me récupérer avec la perche. Il m'a tendu la perche, hein, façon de parler. Ouais. Mais là, c'était vraiment pas positif. Ça t'a traumatisé en fait. Ça m'a traumatisé. J'ai repris plus tard, on peut en parler, des cours adultes. Détendez-vous, détendez-vous. J'avais beau me détendre dans la petite piscine avec. Je suis en train de rire, mais c'est Oui, pas un mais une fois tabou. qu'on a peur et qu'on a eu un blocage, ben, ça peut durer un petit moment. Hein. Ça m'a aidé pour la profession À quel niveau? d'auto-école. La peur. Ah oui. Jean Salès serait là, la maxophobie. La peur du D'accord. volant. Bon, Mais moi, c'était on pas va la aborder maxophobie. ça juste C'était- après. Comment on dit la peur de l'eau? Je ne connais pas le terme. L'eau-phobie? La- J'en sais rien. L'aquaphobie. Aquaphobie. L'aquaphobie. Bien. Ah, peut-être ça. Ah, bon. Ouais, peut-être bien. Ah oui, on est deux. Bon, là. tout à l'heure, tu me dis que tu voulais jouer au médecin. Moi, je vais embrayer sur une autre question. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu es tombé amoureux pour la première fois et comment est-ce qu'elle s'appelait? Catherine. Parle-nous de cette Catherine. C'était où? À Charnage. On va pas rentrer dans les détails. Oh ben, si Non, tu non, veux non. pas. Alors ok, donc on saura qu'elle s'appelait Catherine, la Ouais. vraie histoire d'amour, la première. C'était la Sainte-Catherine. Ouais, ok. Et là, on va faire un petit saut dans le temps, mais tu dirais que l'amour, même si c'est pas forcément avec Catherine, qu'est-ce que ça t'a appris l'amour dans la vie? Oula, alors là, c'est une grande question. Hein. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu plusieurs personnes. Donc chaque personne m'a apporté beaucoup Oui. à leur façon. Après, évidemment,
Me concernant, il y a eu un divorce, comme beaucoup malheureusement. Il y a eu des séparations avec mes compagnes aussi. Donc au début, tout va bien. C'est vrai que ce côté un petit peu bulle du début, et après, moi, avec mes défauts, certainement, et avec mon parcours professionnel qui m'a pas aidé, eh ben, l'amour s'est parfois non, pas transformé en haine. Tout s'est toujours bien passé lors des séparations. Mais c'est une belle chose, mais le problème, c'est que, il n'y a pas eu ce côté longévité, continuité, ce qui est bien dommage, notamment pour les enfants quand il y a des séparations. Et justement, tu parles de ton divorce. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même lors de ce divorce? Comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as retenu comme leçon? Alors déjà, je souhaite pas ça, je souhaite ça à personne. Je m'en doutais un peu, mais Elisabeth, la maman de Guillaume et Thibault, je l'ai incitée à rentrer dans l'enseignement de la conduite et à s'installer à Boussac. Et il s'avère que le soir, quand on est fatigué, excédé, et avec ce côté paperasse, les devis, je pense que tous les chefs d'entreprise comprennent, ça a joué sur l'affection que j'avais envers elle et les enfants. Et évidemment, le fait d'être dans le même métier, moi, c'est ce qui m'a un petit peu tué, elle aussi, et le couple donc, c'est que le soir, on a tendance à parler du travail, de la journée, du quotidien, des élèves, des formations, des permis, patati, patata. Et je pense que moi, ça a plombé, je pense, un petit peu le couple au bout de 7 ans. On dit qu'au bout de 7 ans, souvent, ça arrive, sans pour autant dans ces contextes-là que je viens d'évoquer. Ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, je pense que ça y a contribué. Puis j'avais déjà ce côté folie avec mes horaires. Donc, Avec le recul par rapport à sa situation amoureuse de l'époque, tu aurais refait des choses autrement. bien sûr. Qu'est-ce que tu aurais changé? J'aurais délégué, j'aurais embauché, j'aurais donc pris plus sur le privé, j'aurais plus créé de loisirs, il aurait fallu faire des croix sur l'agenda, il aurait fallu réfléchir, les accompagner. Je parle des enfants et tout le monde, à la limite, les trois. Et j'ai recommencé malheureusement encore plus tard. Tu penses qu'on reproduit des schémas malgré nous? Oui, je pense. Donc j'ai des regrets. Qu'est-ce que tu as comme regret par rapport à cette situation, justement? Le fait d'être à son compte, désolé, je ne dénigre pas les salariés ni rien, c'est la société qui veut ça. Allez, lorsqu'on fait 8 heures, 19 heures, et qu'on ne compte pas ses heures, et que quelqu'un qui finit à 17 heures, je ne veux pas les nommer, hein, aux 35 heures par exemple, on a beaucoup plus de liberté. Et c'est droit, c'est limité, c'est cadré. On sort de n'importe quel... Oui, on a un contrat avec des heures à On est faire, d'accord. la porte se ferme, la journée est terminée, on rentre chez soi. Voilà. Et donc là, on dispose de plus de liberté pour ses loisirs propres et puis pour voir les enfants plutôt que moi quand j'arrivais à 19h30. Donc je pense que ça joue énormément. Et les regrets, c'est ça, j'ai trop travaillé, donc pas assez de liberté. Et ça a joué successivement au moins 2 fois. Et après, avec mes compagnes, j'étais pas calmé. Et donc, est-ce qu'on aime Parce que mieux- j'aimais mon métier aussi. Mais bien sûr, tu étais passionné. Passionné. C'est dur de mettre une barrière entre justement quelque chose qui nous passionne et puis sa vie personnelle. Elle est où justement la limite? Toi qui qui est un homme mûr maintenant, qui peut parler de tout ça avec le recul, c'est quoi la barrière à mettre? C'est quoi la limite à poser entre la passion qu'on peut avoir, l'engagement au travail et la vie familiale? Le problème, c'est que on parle du travail, mais j'ai rajouté d'autres choses à côté. Des investissements immobiliers, donc qui prenaient aussi beaucoup de temps, être dans les associations, vivre à Jarnage pour les foires et les marchés, le kiwanise, le rugby plus tard, aux alentours de 35-40 ans, avec des vice-présidences, des présidences, donc des tâches qui m'obligeaient aussi à réfléchir à tout ça. Donc jusqu'à ce qu'un jour, il faut l'avouer, il y a eu un burn-out. Ça devait arriver. Comment il s'est matérialisé ce burn-out pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vu venir. Donc, il y a un élément déclencheur dont je ne parlerai pas. Mais la fatigue, on ne s'exprime plus de la même façon, ça a explosé. Les burn-out peuvent être dus au travail, peuvent être dus à des problèmes personnels, il y a dû y avoir un mélange.
un mélange où j'étais, comme parfois aussi certains, en difficulté financière, au moment où j'ai voulu accumuler tous ces investissements immobiliers sur Guéret, le Temple des Pins, l'Hôtel du Nord, la gare routière. J'étais fou, je regrette ça aussi. Là aussi, j'aurais dû déléguer, j'aurais dû prendre une agence immobilière, j'aurais dû prendre des assurances pour les locataires. Donc tout s'est accumulé financièrement, moralement, et tout ça, ça a déclenché le burn-out. Tu t'es trop chargé mentalement, c'est ça? Oui, là, j'avoue, en public, donc il y a eu, la mule était chargée. Tu es quelqu'un qui parle de ses sentiments ou qui les garde pour lui? Sentiments, je les garde plutôt pour moi. Par contre, on en parlera certainement, si tu veux bien l'évoquer, de la maladie. Et là, ça, je ne le garde pas pour moi. Quand on vieillit, on aime mieux l'autre, on aime différemment. C'est différent. Oui, avec l'âge, on n'a pas les mêmes optiques. C'est-à-dire que je préfère aller au restaurant, faire une belle sortie, m'amuser, voyager. Il n'y a plus ce côté auquel on pense, on s'est compris. C'est pas le plan cul du soir, allez, on va le dire. C'est plus ce côté sociabilité, ce côté accompagnement, ce côté à 63 ans. En plus, après tout ce que j'ai vécu, c'est ça que je recherche. C'est pas donc aller en discothèque jusqu'à 3 heures du matin, ce qu'on a fait tous autant qu'on est. C'est pas non, rester en bande, les amis, bien sûr, tout ça. Ce côté-là que j'avais pas trop avec le travail, bien sûr, parce que j'étais fatigué les week-ends et des fois je voulais pas sortir, on me l'a reproché. Alors que c'est vrai que quand on est à la retraite, c'est différent et je vis des belles choses en ce moment. Ok. Je crois que tu as retrouvé quelqu'un Oui, depuis peu. c'est très récent. Il y a eu d'autres connaissances. Je suis allé en Corse avec une amie. Tout s'est bien passé, on a bien rigolé, mais c'est resté à la limite de l'amitié. Mais là, ça en prend un petit peu un chemin différent avec Nora, ma marraine, qui vient des États-Unis, qui a vécu pendant 30 ans. Ta marraine. Alors, marraine, pour entrer au Lions Club, pardon. Oui, oui, Pas alors, ma marraine. voilà, hein, on va être clair. Hein, voilà, hein. Tu viens pas du Nord, tu mélanges pas la famille et tout ça, non? Non. Non. Donc, C'est ta marraine il du est Lions vrai Club, que c'est ça. le mot marraine m'est venu à l'instant parce qu'on aurait dû parler du Lions Club avant. J'y suis rentré la semaine dernière. C'est un honneur pour moi qui s'est bien accepté. Et Nora, donc, alors que ça faisait une quinzaine d'années que Lucie, par exemple, me demandait, Rodalec, et j'avais refusé. Et là, il y a eu sûrement un élément déclencheur, mais sans pour autant faire en sorte que je vais aider les autres. Ça va dans l'alignement de tout ce qu'on va évoquer dans quelques instants. Participer à des actions caritatives, humanitaires, ça m'intéresse énormément. Et franchement, une bonne bande, j'avais des préjugés sur le Lions. On peut le dire, avec mon ami Valérie qui m'a accompagné la semaine dernière et qui lui aussi est rentré. On pourrait penser que c'était donc difficile peut-être de s'entendre avec une petite caste creusoise. J'ai pas peur de le dire. C'est un peu les clichés qu'on peut avoir sur Voilà. le Lions. On peut imaginer que c'est une caste de bourgeois dans certaines villes. Comment tu perçois les choses maintenant? Alors c'était bien, justement, je m'étais trompé là-dessus parce que j'ai été très bien accueilli. On se tutoie dès le premier jour, dès la première minute. Donc ça, déjà, ce côté tutoiement que j'avais connu déjà en étant président du club partenaire, on m'avait dit, tu vas voir, on se tutoie, on se fait la bise. Bon. Déjà, je pense que ça accélère le fait de pouvoir bien se retrouver autour d'une table et à travers les futures actions dont je vais faire partie. Après, le côté social, on m'a rassuré. Oui, c'est vrai, il y a des pharmaciens, il y a des experts comptables, il y a des... Donc, je m'entends très bien avec le président Eric qui dirige le laboratoire d'analyse. Je ne vais pas faire le tour de tout le bureau, etc. J'ai été très bien accueilli. L'intronisation s'est très bien passée. Ils avaient même les larmes aux yeux lorsque Nora, je ne dis plus ma marraine maintenant, eh bien, donc, a fait un discours d'environ 10 minutes sur un résumé de ce qu'on fait aujourd'hui. Franchement, je ne dis pas que j'ai perdu du temps en n'y allant pas auparavant, mais je suis très content. On a fait des sorties déjà 3 ou 4. On se revoit samedi là. Et je ne regrette pas et j'espère qu'on va leur apporter du sang neuf et ainsi avoir des projets ensemble aussi. Bon, très bien. Je voudrais maintenant qu'on évoque ta vie d'auto-école. Tout à l'heure, tu Alors nous là, as c'est dit- long, hein. On va parler de quelques événements et puis tu vas voir, on va enchaîner sur d'autres sujets également. Moi, je voudrais que tu nous racontes un truc un petit peu léger, une anecdote un peu rigolote dont tu te souviendras toujours. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y en a peut-être plusieurs, mais est-ce qu'il y en a une qui te vient en particulier où tu t'es dit alors celle-ci,
elle se restera gravée à vie. Tellement. On va commencer par une rigolote. Une rigolote. Oui. Bon, il y a des phrases aussi, hein. Euh, donc prononcées dans les salles de code. Il y a aussi des jeux de mots. Il y a des chevreuils qui nous coupent la route ou des accidents avec des chevreuils, des pare-brises qui sautent alors que la mamie au volant ne voit plus clair parce que les pare-brises feuilletés. Donc il a fallu arriver en penchant la tête sur le côté vers la fenêtre. Mais il y en a à Montluçon où on rentre malheureusement, tu connais bien Montluçon, dans un cycliste qui coupe le stop. Donc il est un peu dans les vapes, il sort de la banque. Qu'est-ce qu'ils font mes élèves? Bah, évidemment, quand on a 22 ans, bah, on dit JF, les billets de banque dans la poche. Ils m'ont fait honte. Donc ça c'est qu'un exemple. Vous remettez les billets dans la poche. Du cycliste qui était par terre? Évidemment. Mais il n'était pas mort. Non, mais il était un peu dans les vapes, donc les élèves qui étaient les copains à l'époque. Le premier réflexe Les quand billets, on renverse un cycliste, c'est d'aller lui faire ses poches. Pas moi. Ce sont mes élèves qui ont fait. Ils se reconnaîtront. D'accord, on va pas les nommer, hein, non, on va pas faire ça. Non. J'ai- Et on a remis dans la poche. Hein. Incroyable, Ouais. incroyable. Mais non, mais ça c'est un petit exemple, c'est rien ça. À la limite, c'était pour le dédommager après, lui redonner un peu le temps qu'il se réveille, non? J'ai rien dit moi. Bon, ok. Alors justement, quand on roule beaucoup comme ça toute la journée, il doit y avoir aussi des choses qui se passent avec la police. Est-ce que tu te fais arrêter? Est-ce qu'il y a eu des anecdotes par rapport à ça? J'ai été arrêté une fois pour un contrôle alcotest. Pas beaucoup, une fois sur 3 millions de kilomètres. Une seule fois? Une seule Arrêté fois pour un une contrôle. seule fois? Oui, à Sainte-Fer, je m'en souviens. En 30 ans? Je me souviens que, oui, en 42 ans. Et le policier, donc le gendarme en l'occurrence, fait souffler donc mon élève. Il me regarde. Il me dit, mais vous aussi, vous allez avoir droit au contrôle. J'en ai souri, j'allais quand même pas être sous l'empire de l'état alcoolique. Quoi qu'il y a des exemples à l'appui ces derniers temps, j'ai diffusé ça justement sur les réseaux l'autre fois. Ah oui? Oui, le moniteur peut être aussi sous l'empire de l'état alcoolique parce que souvent on peut être protégé en se disant je suis moniteur, personne ne va me contrôler. Mais le moniteur, il conduit pas de toute façon. Oui, mais il est responsable de la voiture. Oui, mais c'est comme quand on conduit, par Comme exemple. les conduites accompagnées, On est dans un couple, tu vois, un couple qui rentre à la maison, il y a, on va dire, la maman qui a conduit, enfin qui a bu et qui conduit pas, donc qui est assis à côté, d'accord? Oui. Mais on ne peut pas faire souffler quelqu'un qui conduit pas normalement. Si, quand même, parce qu'il peut très bien perturber aussi le conducteur, si vraiment on le ressent. Mais c'est pas Un là où je veux en passager venir. ivre, Moi, c'est c'était illégal. différent, c'était en position de professionnel enseignant de la conduite. Donc je suis, comme en conduite accompagnée, Bien sûr. responsable du véhicule et je n'ai pas renié sur le fait qu'il me fasse souffler. Je trouve ça logique, hein, on Oui. est d'accord, hein, quand on est accompagnant, en plus tu dois gérer Oui. les pédales au cas où, par sécurité. Moi, je gérais mais aussi voilà. les pédales. moi. Ok. Alors, j'en raconte une bonne. Vas-y. Dernièrement, j'ai appris à conduire à une gynécologue de l'hôpital de Guéret. Et Alors, il n'y en a pas beaucoup, elle a envie de se reconnaître. Hein. on a fait un rangement, je ne donne pas le nom, prénom, ni rien. On a fait un rangement dans une case. Et donc, elle me dit. Un rangement dans une case. c'est quoi? En bataille, Ah ce qu'on oui, appelle en oui. marche avant, alors qu'on devrait en marche arrière, soit. Mais elle me dit non, là, je ne suis pas vraiment au milieu de la case. Je dis, oh, ça va. Je te rappelle mon métier. Je suis gynécologue, chirurgienne également. Donc, je suis très minutieuse. Donc, elle faisait comme dans son métier. Je me disais, oula, où on va? Et elle a fait ça au millimètre. Ah, elle Bon, mesurait ça, les c'est un limites, petit quoi. exemple. D'accord. C'est rien. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur avec des élèves qui vraiment conduisaient très très mal et tu t'es fait vraiment des coups de frayeur? Oui, bien sûr, mais il y en a qui Tu ont penses joué à quoi, aussi. là? Il y en a qui ont joué aussi avec moi. C'est-à-dire? Il va bientôt passer dans mes publications, celui-là. On arrive à Gouzon, dans une rue, et je dis, bon, on avait tous 21, 22 ans, c'est mes grands débuts, là. Nous allons faire un demi-tour dans la rue. Qu'est-ce qu'il m'a fait, d'après toi? Ben, un demi-tour dans la rue. Oui, mais au frein à main. Comment ça? Vraiment. Bah, il a tiré le frein à main, puis on a fait tic, demi-tour, direct. Ouch. Et t'étais pas prêt? Ah bah, je ne m'attendais pas à ça, mais ils avaient parié. Ils avaient dit, on va lui faire un demi-tour au frein à main. J'ai eu droit à mon demi-tour au frein à main. Et là, t'as eu Puis peur. sur les gravillons, j'ai pas eu peur, mais je voulais parler de cette petite anecdote quand même, parce qu'on me l'a fait qu'une fois dans ma carrière. C'est la seule fois où t'as eu peur? Non, ça, c'était pas une peur, c'était une surprise, quoi. D'accord. Peur, oui, oh bah, alors là, oui, j'ai eu peur des fois, oui. Il n'y a pas eu d'accident qui a entraîné des blessures, etc. Mais il y a eu des situations difficiles.
Allez, un jour d'examen, il me l'a avoué qu'au deuxième passage, parce qu'il a loupé la première fois. Un élève d'Agen a failli rater un virage en plein permis sur la route de la Brionne. On est rentré. Donc vous êtes ajourné, évidemment, on a failli passer à travers. Et après, quand il a obtenu le permis, Jean-François, on va aller boire un café, je vais t'expliquer un truc. Bon, allez, je t'avoue, j'avais bu 5 verres de vin blanc avant de passer l'examen. Oh putain. Pardon? Bah oui, pour être bien dans ma peau. Oh merde. Donc là, j'avais eu peur parce que je ne pouvais pas appuyer sur les pédales, j'étais à l'arrière. Donc ça, c'était la partie Et examen. ça sentait pas? Moi, j'avais pas ressenti, non. Il l'a eu? Au deuxième coup, mais là, il n'a pas bu, là. La première fois, on a failli rater un virage. Donc, Je te trouve classe parce que tu donnes des situations, tu vois, mais on ne sait jamais qui c'est. Tu vois, tu dis Ah bah, la ville. même s'il y a prescription, Non, non, on va pas le dire, mais je te trouve classe là-dessus. Hein. donc là, je sais pas si... Et ta plus grande fierté, tu penses à un moment où tu t'es dit, ouais, là, j'ai vraiment bien bossé. Alors, il y a le petit côté émotionnel, là, par contre. Malheureusement, cette personne est décédée. Benoît, je suis le premier en Creuse à avoir acheté une boîte automatique en auto-école. Un jeune de 18 ans qui était paraplégique. On lui a fait acheter sa propre voiture avec ses doubles commandes. Et là, j'en ai pleuré, puisqu'il avait les commandes au volant, la boule au volant, et il a obtenu le permis du premier coup. Et là, j'avais les larmes aux yeux. Pourquoi j'ai acheté une automatique par la suite? Parce que justement, il fallait que les personnes qui avaient un handicap soient obligées d'acheter leur propre voiture pour pouvoir se présenter à l'examen. Donc là, après, j'ai acheté une voiture. Ça a duré 3-4 ans. Il fallait faire les va-et-vient entre Jarnages et Guéret. Ça m'a pris un peu la tête. J'ai vendu la voiture. Et tu vas pas me croire, mais 2 jours après, la voiture, elle n'existait plus. La petite dame n'a pas su l'utiliser correctement. Et elle a été tout droit et passée par-dessus une haie. Donc la voiture école, elle a duré 3-4 ans. Mais par contre, Après 3-4 la jours. dame, 3-4 jours, ça t'aurait fait une vente. D'ailleurs, tu m'en as pas acheté beaucoup des auto-écoles à l'époque. Hein. Bon, parenthèse close. Justement, sur les auto-écoles. Mais moi, je t'ai commandé des voitures quand tu étais directeur à Renault. Ah, ça, c'est vrai. Merci. Quel regard tu portes aujourd'hui sur les auto-écoles de la ville? De la ville de Guéret? Oui, actuellement. Ou on va dire au du lac Creuse. Quel regard tu as? Toi qui as fait ça pendant 40 ans, comment tu les vois aujourd'hui évoluer Alors. Est-ce que tu as des relations avec eux? Oh oui. En tout cas, Guéret surtout. Alors déjà, à titre personnel, mon bureau près du lycée Pierre-Bourdan, dans un premier temps, dans une chambre de bonne, on peut dire, de 17 mètres carrés, acceptée exceptionnellement par la préfecture en 1981, au mois de novembre, dans la foulée de l'ouverture de Jarnages. Eh bien, là, il y a des anecdotes. Je ne sais pas si je... Non, je ne la sors pas, celle-là. Bah, bien sûr que si. Non. Ah bah c'est le moment. Non, Benoît. Mais personne va nous regarder. Bon, d'accord. Vas-y. Il y aura que nous deux qui allons regarder le replay. J'en veux des anecdotes, mais... Bah oui, c'est le moment. Bon, allez. Ce bureau de 17 mètres carrés faisait accueil, bien sûr, et salle de cours de code. Oui. Donc j'avais lancé des parrainages pour que ça s'accélère, évidemment. Et je faisais le code à la carte, c'est-à-dire qu'il y avait mon petit projecteur diapositive Kodak, Oui. t'as connu, Oui. mon écran, et il pouvait aller faire un petit peu des séances de code à titre individuel ou pas, mais là ça a pu être individuel, ça y est, tu commences à comprendre. Et ainsi, en dehors des cours de code collectif, ils avaient accès à la salle. Un jour, j'ai voulu inopinamment donc rentrer dans la salle de code, et il y avait un couple donc qui ne faisait pas de code. Ça s'arrête là. C'était une salle de God. L'inspectrice de l'époque m'avait dit on a su. Ah, on a su, pourtant je n'ai pas divulgué, mais ça c'est su. Je vais mettre un petit truc, c'est rouge ou rose quand on met à côté de l'enseigne. Ouais. T'as pas connu ça, bon. Donc, Tu mets un petit foulard sur la porte. donc après, j'ai décidé de fermer la porte en dehors des cours collectifs. Ah oui, d'accord. Mais la démographie Mais ils creusoise avait étaient besoin peut-être déjà à ce moment-là. juste très impliqués pour bien réviser à deux. Bien sûr. Voilà. Et alors, le métier, du coup, est-ce que tu le vois évoluer? Est-ce qu'il a changé, justement, ce métier? Alors, tout d'abord, donc,
Parce que tu as une mission avec Jean Salès, mais c'est quoi ta mission exactement? Alors, ma mission, c'est de présenter essentiellement les candidats pour le soulager à l'examen du permis de conduire, sachant qu'il faut une demi-heure par candidat. J'en ai présenté plusieurs dizaines depuis début juin. C'est variable, je peux faire une demi-journée, comme je peux faire pratiquement une journée. C'est un CDD qu'on arrange à notre façon. Je ne présente pas non plus des candidats tous les jours. C'est vraiment, c'était la condition que ça m'entame pas trop dans ma retraite du temps, et il l'a très bien compris dès le début. C'est pas pour l'argent non plus, c'est pour lui rendre service, parce qu'il est débordé, car il y a un manque de moniteurs, et c'est le cas en ce moment. Il en cherchait 2 dernièrement. Parce que toi, tu as eu des salariés aussi, ça s'était bien passé, pas bien passé? Non, ça s'est pas bien passé, puisque j'ai dit tout à l'heure que j'avais pas assez délégué, mais j'ai tenté quand même, puisque un moniteur, à mes débuts, je devais avoir 24 ans, qui voulait me donner des ordres, qui critiquait mon travail, qui n'était pas toujours à l'heure. Donc le CDD, en 3 mois, ça a été plié. Après, j'en ai embauché une deuxième personne. J'avais le choix. J'ai reçu 2 personnes dans mon bureau, soit une personne jeune de 23 ans, je me disais le côté dynamisme, etc., ça va m'apporter quelque chose. Et puis une autre de 58, 59 ans, je me disais elle sera à la retraite dans 3-4 ans, donc ça ne nous emmène pas trop loin. C'est triste de parler ainsi, mais je l'ai choisi celle-là. Un accident de la route vers Chabrières, l'élève lui n'avait rien, n'a pas été hospitalisé, et elle, les arrêts de travail se sont succédés au point qu'on a fini là pas loin, elle a été inapte. Tu as été dégoûté d'avoir des salariés ou pas? Ah bah oui, donc disons que j'ai pas eu de chance certainement. Et après, j'ai travaillé seul avec toutes les conséquences que ça a entraîné qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors justement, toi qui as été patron pendant 42 ans, aujourd'hui tu as un rôle de salarié, même on va dire à temps partiel. Quelle différence tu fais entre ces 2 rôles, ces 2 postes-là, entre être patron et salarié? Alors ça, c'est encore une sacrée expérience. Et je ne la regrette pas, je remercie encore Jean de m'avoir entraîné dans son entreprise, qui, entre parenthèses, a gagné le trophée coup de cœur, on peut le dire, dernièrement, où j'étais parmi l'équipe devant les officiels. On se disait, mais Jean-François, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est vraiment le youtubeur qui s'incruste? Ben non, je suis à l'auto-école Salès, messieurs, dames. Non, c'est une petite parenthèse parce que j'ai eu des petits échos. Non mais c'est vrai, en tout cas j'étais content pour lui là, il a eu le trophée justement des entreprises. Oui, Il l'a reçu il y a quelques jours. Enfin c'était le trophée coup de cœur du public. coup de cœur, oui. Donc ça veut dire quand même il est un peu populaire ce Jean. Évidemment, donc peut-être que j'y ai participé un peu. Non, Ah mais c'est possible. non, mais c'est pas de l'ego, hein. C'est pour dire que moi aussi, mes anciens élèves ont voté. Et donc peut-être que ce succès est collectif, et il le sait. La preuve, c'est qu'il nous a demandé de le rejoindre. Et ainsi, il n'était pas tout seul au micro, il était entouré de toute son équipe. On lui doit bien tout ça. Et c'est quelqu'un de dynamique, avec qui je travaille aussi. On reviendra sur le côté salarié, si tu veux bien, en préfecture, puisque je suis IDSR depuis plus de 20 ans. Comment tu dis? IDSR, c'est intervenant départemental de sécurité routière. D'accord. Et j'ai mené de nombreuses actions, dont avec Jean, mais Jean est plus porté sur la moto, la moxophobie, c'est vrai, mais je travaille toujours là-haut avec Madame Sagnati. Donc, je reviens sur le côté salarié. Quand on voit une fiche de paye, où au niveau net, on a, je crois avoir lu 9,47 €, je me dis, je comprends pourquoi la France souffre. On ne va pas s'engouffrer là-dedans, mais au niveau sociétal, ça m'a touché beaucoup de savoir que les gens ne peuvent pas finir leur mois. Et on est en Creuse. On n'est pas à Paris avec un loyer à 1000, 1500, 2000, 2500. Et là, ça m'a fait réfléchir. Et là, je me dis, je ne gagnais pas des 1000 et des 100, hein, parce qu'une entreprise, on connaît, hein, le patron à notre niveau, en auto-école, ça ne faisait pas 5 ou 10 000. Hein. Mais je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais j'y suis rentré un peu, donc je suis obligé de continuer. Là, je me dis, un salarié qui se fait à 1500 peut-être net. Oui, le SMIC, c'est un tout petit peu oui, moins, voilà, c'est 1400 et des bananes net, je ouais. comprends les difficultés, surtout quand c'est une personne qui vit seule, qui a de nombreux crédits, etc. Et là, je comprends mieux ce qu'est la fin de mois, les difficultés financières que ça entraîne, et les problèmes aussi de loisirs qui sont alors en prive, hein, directement. Le problème du pouvoir d'achat, allons-y. Et là, ça fait réfléchir. Et justement, ça te fait réfléchir à quoi?
Bah, ça me fait réfléchir que, évidemment, avec le, le niveau de vie, ça me fait penser. Donc, moi, j'avais la possibilité euh, d'avoir des loisirs, j'en ai pas profité, mais c'était pas à cause de l'argent. Puis je vois que quand on est salarié, c'est pas à cause du fait qu'on travaille trop, mais c'est du fait qu'on n'a pas assez d'argent. Enfin bon, je sais pas si on se comprend. Là, je comprends, c'est qu'il n'y a pas une situation idéale. Oui, Ça veut dire que grosso modo, si on synthétise, si tu es chef d'entreprise, tu as un peu plus d'argent mais tu n'as pas de temps. Et si tu es salarié, alors hélas, c'est pas un modèle social, mais c'est comme ça, aux 35 heures et au SMIC, tu as du temps mais pas d'argent. bien résumé. Alors il vaut mieux avoir quoi? Ou c'est quoi la solution? La solution, alors là, vraiment, je la connais pas T'en as vraiment. une? T'as des idées? Mais l'entre-deux, ça serait pas mal. Quand on est associé dans une entreprise, par exemple, et que ben, on trouve le juste milieu, et qu'on arrive à avoir les dividendes, à avoir peut-être. Les dividendes, on en a, mais quand on gagne de l'argent. Et Oui, toutes les alors entreprises quand n'en on dit gagnent que pas. l'entreprise tourne bien. Là, j'ai le baromètre en ce moment, parce que grâce à ce que je fais aussi, pour venir un peu sur les réseaux, je rends visite aux entreprises. Alors, quand je dis que je valorise les élèves, à un moment donné, ils ont dû se dire, mais il choisit que les chefs d'entreprise, que ceux qui sont installés, c'est à son image, pas mondaine. Hein. Donc là, je vois maintenant des salariés un petit peu, mais la température, le baromètre, social, économique, politique, il y en a même qui me demandent où c'en est, parce que je suis sur le terrain depuis 4-5 mois. Je vais dans les restaurants, dans les bars, tout le monde a vu ça sur les réseaux pour ceux qui me suivent. Je vais voir les chefs d'entreprise au niveau industriel, bientôt je vais y aller, au niveau artisanal. Donc, ce côté-là, je pose des questions. Alors, ça tourne les affaires, alors les bénéfices. Et là, on est dans une période difficile, c'est pas à toi que je vais le dire. Et je ne veux pas délier hein, sur autre chose. Je ne veux pas dire les décisions d'en haut ne sont pas les bonnes. Je ne veux pas dire ça va être gelé dans les prochaines années parce que les présidentielles arrivent. Enfin, je l'ai dit, ça y est, mais c'est difficile, notamment en Creuse. La preuve, 77 entreprises en liquidation judiciaire. Il n'y en aura Ça pas peut de être 100 inventé, avant ça. la fin de l'année. Je sais. Hélas. Je m'en doute. Il y a des gens aussi qui prennent leur retraite. Ce soir, je vais au Coq en pâte avec mon ami, donc m'a invité, donc il vient avec moi manger une omelette aux truffes. Non, je rigole. Et donc, malheureusement, le Coq en pâte va disparaître du paysage C'est une gastronomique. C'est institution une locale, institution. hein, c'est sûr. Donc, Hein. je vais y aller ce soir faire quelque chose aussi. Mais je pense à d'autres restaurants. On va plus avoir grand-chose sur Guéret. Tu sais que j'ai fait aussi un truc sur les garages. Ça, c'est du mouvement, mais eux, ils vont rester, j'espère, je croise les doigts. À Jarnage, on a un niveau de commerce aussi intéressant pour un bourg de 500 habitants, si je vois le côté local dans mon bourg natal. Mais c'est chaud. C'est difficile. Hein. On a un tout petit peu dévié, je voudrais qu'on revienne Oui, sur on le a sujet dévié, de mais départ, mais c'était c'est pas grave, important d'en mais parler. c'est très bien. Parce que je suis ce très baromètre, content. je l'ai, moi. Je suis très content que tu parles de ça. Et c'est vrai que bon, il y a la situation des chefs d'entreprise. Ok, tu l'as été, je le suis, mais j'ai envie de dire, la grande majorité des gens sont des salariés. Parce Oui. que d'abord, tout le monde n'a pas envie d'être chef d'entreprise. Non. Tout le monde ne peut pas l'être. Et c'est pas Avec forcément, tout ce que ça entraîne. et c'est pas forcément un avantage. Il y en a, mais il n'y a pas forcément que ça. Mais la grande majorité des gens sont des salariés. Et à ton avis, tout à l'heure, tu parlais du pouvoir d'achat. Et je te rejoins totalement. Tu dis en Creuse, heureusement, limite qu'on est en Creuse, parce que même si c'est pas glorieux un SMIC, il vaut mieux l'avoir en Creuse qu'à Paris. Évidemment. On est d'accord par Et les rapport. matières premières, Voilà. on a connu un choc. On se souvient quand on était à 2 € le litre, voire plus de carburant. Je trouve qu'on s'en sort bien parce qu'il n'y a pas cette dépense quand même supplémentaire. Et puis, les taxes foncières pour ceux qui sont propriétaires, ça pose problème aussi. On ne va pas évoquer ça, mais enfin, c'est quand même lourd. Et les taxes d'habitation, c'est vrai, il n'y en a plus à payer pour ces salariés-là dont on vient de parler parce que souvent, c'était quand même aussi une dépense. J'ai pas dit inutile parce que évidemment peut-être que Une taxe qui est enlevée, tu sais, elle est souvent les reporter sur autre chose. Oui. Hein, c'est que ça porte un autre Voilà. nom. Il n'y a pas de magie. Hein. Mais néanmoins, sans entrer dans le sujet de la politique, en plus on s'était dit tout à l'heure avant Oui. de parler Mais qu'on c'est quand n'évoquerait même pas un trop la sujet. politique, si tu avais demain, toi, les manettes du pays, oui. avec les problématiques, j'ai envie de dire, des salaires, justement, ou en tout cas des bas salaires, est-ce que tu aurais des idées pour régler ce problème-là? Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais décider? Alors ça, je laisse ça au pouvoir justement et aux syndicats éventuellement, mais Oui, mais Jean-François Oui. Roquet, oui, si demain il était à la tête avec toutes les manettes, qu'est-ce que tu ferais, toi?
ben, je serais bien en difficulté. Parce que je sais que les caisses sont vides à beaucoup de niveaux. Et sans argent, je ne vois pas trop de solutions. Hum, Certains partis donc, prônent des solutions, mais si c'est pour encore augmenter, peut-être c'est vrai, les salaires, etc., on peut parler de la baisse de la TVA, on peut parler sur les besoins de nécessité absolus, mais euh, je ne sais pas si en ce moment c'est réalisable. Donc il y a des choses qu'on pourrait espérer, mais en mettant en péril donc, certaines caisses, dont celles de l'État qui le sont déjà, et d'autres. Tout le Donc, monde a un les avis là-dessus, mais solutions, c'est je pas sais pas. facile, hein. Il n'y a pas une Oui. solution miracle Voilà. qui conviendrait à tout le monde, hein. En plus, c'est un monde qui est un peu clivant en ce moment. Alors politiquement, c'est encore pire que tout, hein. Il n'y a que des oppositions. Donc bon, on va revenir sur notre sujet et sur toi pour pas trop s'écarter. Moi, je voudrais savoir, avant qu'on passe au sujet suivant, est-ce que tu as le sentiment que tu as arrêté au bon moment ta carrière professionnelle ou est-ce que tu aurais aimé la prolonger un petit peu? Alors, là, j'avais droit, du fait que j'ai commencé à 19 ans et demi, avec la loi sur la retraite, de la prendre, et je l'ai prise un petit peu avant. Donc, tout en travaillant, j'avais le droit. C'est-à-dire que 6 mois, 8 mois avant, je touchais ma retraite. Et je travaillais jusqu'à 62 ans. Ainsi, à 62 ans, je savais que j'allais la prendre. Et je n'ai pas été repris sur Jarnage, contrairement à Guéret, où j'avais vendu mon auto-école un petit peu plus tôt, pour différentes raisons, dont le burn-out qui m'avait touché, et pour moins travailler et calmer le jeu en restant sur la partie Jarnage-Bouzon. Ça, c'est une première chose. Je n'ai pas pu trouver de repreneur. Est-ce que j'ai suffisamment cherché à Jarnage? Peut-être pas, parce que la maladie est arrivée. La maladie, c'était un cancer. Au mois de novembre 2023, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, et là, j'ai commencé à perdre un petit peu mes capacités physiques. Et il s'avère qu'on a diagnostiqué un cancer. Si tu veux qu'on en parle, on en parle librement. Alors, justement, quand la maladie arrive, comment est-ce que tu la prends et comment est-ce que tu encaisses ça? Donc déjà, quoi qu'il arrive, je savais que la limite professionnelle était au 31 décembre 2023, et j'avais la tête dans le guidon pour former mes derniers élèves, et j'ai fait confiance à mon médecin de famille. Pas de famille, vraiment, puisque avec le problème médical qu'on pourra peut-être, avec lequel on pourra discuter, on pourra en parler, je n'ai pas pu, dans mon propre bourg, aller chez le médecin qui était débordé. Parce que le docteur Gaillot, lui, avait pris sa retraite, et le médecin, il y en a une autre, ne m'a pas pris parce qu'elle est débordée. Donc je suis allé ailleurs, déjà, à 15 km. Et là, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, puisque antibiotiques, pendant 1 mois et demi, et là, je lui faisais pourtant confiance. Et puis après, ça y est, l'auto-école a fermé, donc j'avais plus de temps, j'étais libre, j'ai dit on va y retourner, et puis là, docteur, franchement, ça ne va pas durer comme ça. Ah bah oui, tiens, ça m'a l'air plus important que prévu. Et puis là, tout se suit, je vais voir l'ORL, et là, la catastrophe, évidemment, puisqu'on me trouve 3 cm sur 5 au niveau de la gorge, du pharynx, et on continue les recherches, scanner, et puis la biopsie qui confirme que j'ai bien un cancer, non seulement de la gorge, mais aussi du palais. Et après, bien évidemment, CHU, et puis tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire, pour me guérir, un lourd traitement, 35 radiothérapies et 3 chimios en 5 semaines pour me sauver. Et je suis là. Est-ce que tu te souviens de qui t'annonce que tu as un cancer? Indirectement, on me le reprochera toujours, mais Google. C'est-à-dire? Quand on a donc des symptômes, mal de gorge, mal aux oreilles, pas de fièvre, mon premier réflexe, ça a été d'aller sur Google. Et là, j'ai regardé. Oh loulou, tout correspond. Je suis sûr que j'ai un cancer. Le risque à ce moment-là, c'est peut-être que tu te fais peur tout seul sans avoir de certitude. Je me connais, je savais que c'était ça. Et on avait beau me dire, ne t'inquiète pas, c'est rien, c'est rien. Les amis, la famille, ils sont là pour rassurer. Mais je savais que j'avais un cancer, je m'en doutais.
J'ai trop souffert déjà les derniers mois, enfin les dernières semaines. On a arrosé la retraite avec les amis, la famille, donc avec les collègues aussi, ils s'en rappellent. J'avais trop mal. Je me doutais que c'était cette saloperie qui arrivait. Et j'ai pas fumé. Non, si je dis ça, c'est parce qu'on va peut-être en parler après. J'ai des choses à dire là-dessus. On peut en parler maintenant, tu peux dire Oh là exactement là, ce que sans tu veux, problème. comme tu veux et comme tu le sens librement. Allez, on y va. Euh, donc quand tu découvres sur Google et que tu es convaincu d'avoir un cancer, est-ce qu'il y a un moment donné où quelqu'un te l'annonce, un médecin, où là tu sais, ça devient, j'ai envie de dire, tu es tamponné officiellement, tu l'as et cette fois tu as la certitude. Est-ce que ça s'est passé comme ça ou pas du tout? Alors, dans la mesure où je m'étais mis dans la tête que j'avais un cancer, ça n'a pas été une surprise. Je suis allé chez l'ORL, donc qu'il fallait trouver, parce que c'est pas mon médecin qui m'a pris le rendez-vous. On va sur Doctolib, on essaye d'en trouver au plus rapide, parce que vu que j'avais perdu 2 mois, en cela m'a aidé, et j'en ai trouvé un dans l'Indre. Là, il me passe la caméra en nez, et il fait la grimace. Il me dit, vous ne reviendrez pas ici, dorénavant vous allez aller voir les ORL au CHU. Donc déjà, la grimace, CHU. Et donc après, le scanner, vu qu'il a trouvé cette masse de 3/5, oh mais c'est peut-être bénin. Donc, ouais, attendez, je n'étais pas idiot, je savais très bien qu'on allait droit donc, vers en direction de... On dit en plus c'est un stade 4, donc stade 4 inopérable. Autrement, vous allez avoir ça en travers de la tête. J'ai des exemples à l'appui, je savais très bien que... Mais bon, du moment que je sois sauvé, moi c'était l'essentiel. Donc déjà, ce qui m'a rassuré, c'est que c'était local. Parce qu'on a fait les recherches. Les poumons, le foie, et les semaines passent. Et là je me dis, mais déjà que j'ai perdu du temps, et là les semaines passent. Donc j'ai été pris en charge à Chaigneux, suite à des mails que j'envoyais en plus, il faut le dire ça, j'ai pas peur d'en parler. J'ai accéléré le mouvement moi-même, j'ai dit il faut que je sauve ma peau. Et ainsi, donc les ORL, Limoges, le CHU, avec qui je vais collaborer bientôt pourtant, eh bien, m'ont envoyé à Chaigneux, où là, ça s'est accéléré. Et là, les effets secondaires ont commencé. J'ai perdu 11 kilos, j'avais des nausées. Je le dis, j'avais des couches culottes pour aller prendre le taxi pour aller à Limoges parce qu'il y avait des effets secondaires, on s'est compris, c'est pas la peine de faire de schéma. Et après, c'est une catastrophe. Problème urinaire, donc j'ai eu une sonde, globe urinaire. On me propose dans un premier temps de prendre, d'accepter une sonde au niveau de l'estomac, je n'ai pas voulu, je sais pas pourquoi. Je mangeais pratiquement plus, et donc les 11 kilos perdus, c'est normal, en 5 semaines à peine. Et là, je suis hospitalisé parce que là, je suis faible. Et là... Tu as peur de mourir ou pas à ce moment-là? Oui. Oui. Donc là, on continue. C'est ce que tu ressens, tu penses? C'est-à-dire que oui, tu là, penses à la mort à ce moment-là, quand il y a ces signes qui ne trompent pas, qui font qu'il y a un changement, qui font qu'il y a de la radiothérapie. Je savais qu'on me Comment disait on vit ça quand on a un cancer et qu'on rentre dans le système, dans le rouleau compresseur? Comment tu le vis? Alors, les médecins m'ont rassuré. Évidemment, ils m'ont dit, vous savez, on a fait des progrès dans la médecine. On va vous le dire. J'ai 3 choses à dire. Premièrement, l'anesthésiste, au moment où on a fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas la fibroscopie, je me trompe, mais bon, un examen assez poussé, me reçoit. Monsieur Ranquet, asseyez-vous. Je m'assois. Anesthésiste, avant l'intervention chirurgicale. C'est pas... J'ai dit que je n'étais pas opérable, mais il faut faire des examens sous anesthésie. Combien? Combien quoi, docteur? Combien de paquets de cigarettes par jour? Pardon? Donc on arrive. On souffre. On est déjà touché psychologiquement. Et on me sort ça. Attends, c'est pas fini. Je veux que ça se sache. Il me regarde, il me dit, montrez-moi vos dents. Pardon? Montrez-moi vos dents. Donc il ne me croit pas en plus que je ne fume pas. J'ai fumé quoi? J'ai crapoté à l'âge de 40 ans mon divorce, quoi.
Je lui montre mes dents en faisant la grimace. Je ne sais pas comment tu aurais réagi. Et là, elle s'aperçoit qu'elles sont blanches, plus ou moins. Et donc, il me dit, bon, ça s'arrête là. Et plus tard, on a su que c'est dû au papillomavirus, HPV. Et je ne le cacherai pas, car le silence tue. Redis-le, c'est dû à quoi? Au HPV, le papillomavirus, qui chez les hommes entraîne donc le cancer de la gorge ou du pénis, et chez les femmes, surtout l'utérus. Et ça vient d'où? Ça peut venir de rapports sexuels, donc ne serait-ce qu'un petit bisou, d'autres choses que je n'évoquerai pas. Et ça, on va se battre dès l'année prochaine avec Georges Chatat. Je rentre à la Ligue contre le cancer dans le conseil d'administration dès le 19 janvier. On va mener la campagne Rouge-Gorge fin mars, début avril. C'est une campagne ORL pour les cancers. J'ai appelé à Paris, à Gustave Roussy. J'aurai bientôt au téléphone Guillaume Durand, le journaliste, qui est ambassadeur, entre guillemets, de cela, qui défend cette cause, puisque lui, c'est un cancer de la mâchoire. Et on va aller dans les collèges, notamment, pour parler des vaccinations. On entend en ce moment quelques spots à la radio, à la télévision, et moi, je veux faire avancer tout cela, et en collaboration avec le CHU de Limoges, qui l'autre fois a pris le temps d'écouter tout ça. Ils ont dit, vous êtes le premier qui en parle et qui ose vouloir divulguer tout ça plus tard au niveau médiatique. Là, il y aura du nouveau. Qu'est-ce qui t'a fait tenir quand la vie est prête à nous quitter, ou en tout cas qu'on a peur que la mort arrive? Qu'est-ce qui te fait tenir alors qu'à ce moment-là, tu pourrais tout lâcher, tout abandonner? Toute l'équipe de professeur Aubry à Limoges est venue me rencontrer dans la chambre. Et on va sourire, hein. On avait dit qu'un jour on en parlerait du dérisoire. Ils sortent. Là, je suis pas bien. À ce moment-là, je suis pas bien. C'est avant le traitement. Qu'est-ce que Jean-François il a fait? Essaye de deviner. T'as pleuré? Non. Ils se sont réunis dans le couloir. Et ils ont parlé. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Je suis descendu de mon lit. Et ça, c'est Jean-François. Et j'ai mis mon oreille à la porte. Et qu'est-ce que tu as entendu? Désolé. Prends ton temps. Il devrait s'en tirer. Désolé. Je t'en prie. Donc je me suis battu avec le « il devrait ». On aurait dit « il est cuit, il est mort, c'est foutu, c'est trop tard, stade 4 ». Donc il devrait s'en tirer. Ben, le « devrait », ça veut dire qu'il y a peut-être une chance sur deux. Et l'entourage, et le courage dont j'ai fait preuve, beaucoup applaudissent maintenant, ça a été, allez, il faut faire avec, tu n'as pas le choix maintenant, si tu ne suis pas le traitement qu'on va te proposer, de toute façon, il faut aller à Paris, il faut aller à Clermont, il faut aller ici, le protocole est le même, la situation était la même, j'ai pas bougé, je suis resté à Limoges. Et j'ai bien fait de leur faire confiance. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est un peu ta curiosité qui t'a sauvé ce jour-là, parce que tu te lèves du lit, t'écoutes à la porte, t'écoutes une phrase qui dit « il devrait s'en sortir », et c'est cette phrase qui te donne la force? Non, pas que cette phrase, parce que j'espérais bien encore avec tout ce qu'on m'avait dit, faites-nous confiance, on en a sauvé d'autres, mais disons que le devrait, ça me met un peu en doute à cheval, mais j'en ai parlé un peu à mes enfants, notamment à Guillaume, l'aîné, et là je me suis battu, et puis oui, j'étais cramé après, à la suite, j'ai eu du mal, j'ai eu la sonde, pendant 10 mois j'étais coupé socialement. Frustré de ne pas revoir les amis, la famille. À midi, je ne faisais plus les restaurants où on y allait. Je mangeais un potage. Tout le monde avait pitié de moi. Donc le soir, j'avais un trépied à côté de moi. Matin, soir, infirmière pendant 10 mois. Après, ils sont étonnés que je rebondisse, que je profite de la vie, que je change totalement. Mais quand on a vécu ça, mais c'est inimaginable. Tu veux avoir un témoignage, tu l'as. Les kilos sont revenus progressivement.
les diététiciennes de Limoges me suivaient. Je ne mangeais pratiquement rien et j'ai profité un petit peu de cette sonde qui m'emmenait quelques calories, mais ça ne bougeait pas. Quand je prenais 300 grammes, c'était une petite victoire. Je me souviens avoir envoyé un texto à mon ex en disant « Yes !» avec un beau smiley. J'ai pris 300 grammes. Je faisais à peine 60 kilos alors que j'en faisais 71 avant le traitement. Mais là, il y avait trop de kilos parce que j'avais pris les compléments alimentaires avant le traitement alors que c'était après qu'il aurait fallu que j'insiste. Les amis m'amenaient à manger, des confitures, des ci, des ça. La famille, Catherine et Patrick ont été formidables. Sabine, ma meilleure amie, m'a aidé, c'est le fil rouge, elle le sait. L'entourage m'a sauvé. L'amitié, l'amour de la famille, les visites, les coups de fil, les textos. Ah oui, c'est important tout ça. Et c'est là, c'est pas que la médecine qui m'a sauvé. Voilà. Et aujourd'hui, ton rapport à la mort, il est comment? Maintenant, je ne pense plus à la mort, je pense à la vie et je mords. Le silence tue, j'ai dit tout à l'heure. Le silence tue, c'est parce que je vais déjà accentuer cette prévention avec les médecins qui pourront plus parler que moi au niveau vocabulaire médical. Tu vois bien que tout à l'heure, je ne me souviens même plus comment s'appelle la situation où on arrive. Donc, moi, je serais plus à même d'en parler. Donc ça, je voulais le dire. La Ligue contre tous les cancers, travailler en collaboration avec eux dans les collèges, faire avancer ce phénomène du... Tu vois, tu étais étonné, j'ai vu le directeur de la montagne il n'y a pas longtemps, donc l'ancien, qui est à Clermont maintenant, et je lui parle de ça. Quoi? Comment ça? Donc c'est méconnu. Donc comme c'est méconnu, malgré les spots publicitaires qu'il y a en ce moment, les parents sont au courant, il y aura toujours des anti-vaccinations. Je pense que c'est simplement recommandé. Si ça peut sauver des vies, je vais essayer d'y contribuer. J'ai dit tout à l'heure que je voulais contribuer à faire connaître la Creuse et à évoquer plein de choses. Mais ça va être vraiment mon deuxième combat du au moins premier semestre 2026. Très bien, c'est une très belle leçon. Si on se projette maintenant à aujourd'hui donc, tu t'es lancé récemment sur les réseaux sociaux. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a pris? Alors, c'est vrai que je suis atypique, puisque à 63 ans, je me suis lancé là-dedans. Le jour où le Facebook, qu'on a lancé à titre personnel, qui est parti à 0, qui est arrivé à 1800, donc en 4 mois, on me dit que c'est bien, mais j'en sais rien, moi, si c'est bien, j'ai aucun repère, aucune comparatif possible. On me dit, si, 1800, c'est bien. Allez, je vais me vanter, hein. 170 000 vues pour des corps de chasse devant l'église de Gouzon. Je sors du quai des Ricoles. Je vois des amis chasseurs, que j'ai appris à conduire. JF, tu nous filmes, hein? Je me mets en face de l'église. Il n'y a pas le député, il n'y a pas d'autres élus, il n'y a pas les chiens en travers. Je me dis, prends des précautions. Et je regarde, et ça monte, et ça monte, et ça monte. On est à 125 000, je crois, sur Facebook, on est à 50 000 et quelques, puisque une amie, et tu la connais, Marie, m'a mis donc sur TikTok. Ah, TikTok. Et donc, tout rajouté, on est pratiquement à 180 000 à l'heure où je te parle. Les politiques qui m'appellent, je te jure. Mais tu deviens un influenceur Non, mais local. attends, je veux finir là-dessus quand même. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? mais il n'est pas au milieu. Ou bien, il n'y a pas les chiens, non, les antichasses, t'en as pas trop. Oh, il y a une remarque. Saint-Hubert, c'est une ordure. Mais ça va pas trop loin quand même. Mon fils chasse. Je l'appelle, j'ai dit, ils sont après moi là. Ils se demandent ce qui se passe. J'ai dit, moi, je veux pas qu'on pense que c'est moi qui ai déclenché les vues. Bah évidemment, c'est quand même pas J.F. Franquet qui ne chasse pas qui a déclenché les vues. Qui ne chasse pas ou qui n'adore pas les corps de chasse. Ou qui les adore, pardon. Donc là, ils sont tous en train de se poser des questions. La tradition, la ruralité. Et qu'est-ce que ça cache tout ça? Conseil départemental, etc. J'appelle mon fils, je dis, écoute, il y a un problème, enfin pas un problème, c'est un succès. Mais qu'ils arrêtent. Je pense la même chose maintenant. C'est exponentiel, je l'ai compris maintenant. Les réseaux, moi, je ne maîtrisais pas. Donc, bientôt 200 000 vues, j'en suis sûr. Donc, c'est parti dans tous les sens, dans toute la France, parce que ça donne des frissons d'avoir les corps de chasse et d'entendre un son. Il faut croire que je filme bien, je rigole. Et donc, ainsi, mais ça demande des réflexions et il faut croire que de leur côté, eux autres, ils essayent de se demander d'où ça vient. Mais ben, pas de moi directement, évidemment.
Mais ça abonde, c'est exponentiel, je le répète. Je ne pensais pas que ça allait si vite. La boulangerie de Jarnage. Éric Blanc qui veut prendre sa retraite, évidemment, bien méritée. Il est très fatigué, Éric. Je mets ça, je poste. Toi, tu as l'habitude, mais pas moi. Donc, une boulangerie à vendre. Plus de 1000 et quelques partages. Paraît-il que c'est énorme, moi je ne sais pas. Ah oui, c'est beaucoup, mais il partage. Alors, je peux jouer un rôle indirectement à travers ces réseaux à n'importe quel âge. Il faut croire. Avec 1600 followers, c'est ça. Alors, tu sais, les Donc, followers, comme oui, tu j'ai une dis, mais influence. après, il y a beaucoup plus de vues, donc ça se partage, tu l'as Oui, raison, mais c'est j'ai bien exponentiel. compris. Tu en as pris conscience. Et là, on te voit maintenant, parce que localement, tu es un peu la petite star, hein, j'ai envie de dire, on va pas se mentir. On te voit partout, presque tous les jours. Tu passes effectivement d'un corps de chasse à aller voir un ancien élève qui est barman, un autre qui fait ci, un autre qui fait ça. Et tu mets en avant plein de gens très différents et tous les jours. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Alors, ce qui m'a pris de faire ça, déjà, c'est pour m'occuper les esprits. Et c'est vrai que c'est devenu une addiction, j'ai pas peur. Alors, j'ai des remarques. Alors, en campagne Quel rapport avec la campagne politique, on sous-entend que je fais ça pour les politiques, pour, en amont, gagner peut-être des voix et espérer un poste. Alors là, déjà, allez, on va le dire, je ne serai ni en politique à Jarnage au niveau local, avec ou contre Vincent Turpinat, qui sera sûr, et ni à Guéret sur une liste en particulier qui m'a beaucoup demandé, je ne dirai pas laquelle, puisqu'on a dit qu'on était neutre aujourd'hui, et ainsi, ou même une deuxième liste, hein, plutôt à droite qu'à gauche, ça, on peut le dire quand même, mais pas question. On m'a proposé même d'interviewer donc, les futurs candidats à travers Ça se passe en Creuse avec Sylvain. J'ai réfléchi, je vais bientôt lui donner ma réponse, mais je pense que ça sera négatif. Parce que quand on est la aura, puis qu'on a quelqu'un, je pense, qui perce un petit peu, on veut sûrement l'avoir avec soi. Et ça, Oui, il y a des gens qui veulent se servir de ta visibilité, c'est probable. oui. Bon, et puis après, j'ai envie de dire, c'est presque normal. Oui. Mais moi, j'ai Surtout pas dans fait. des petits villages, on aime bien avoir Oui. des gens populaires à côté de nous, ça peut rassurer ou ça peut attirer des votes. Donc du coup, tu nous dis très clairement que tu es candidat à rien Voilà. pour les prochaines municipales. Qu'on s'entende bien. Et au-delà. Certains croient que ça va plus loin. Ah. Ensuite, donc, je reviens. On me dit, alors, l'adolescent. Ah, on t'appelle l'adolescent? Alors, l'adolescent, C'est une qualité, ça. non mais, C'est bien. oui, en tout cas, ça me rajeunit. Tu fais comme les adolescents. Tu postes chaque jour des publications. Une, voire deux parfois, j'avoue. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé en zone rurale à Guéret, à Jarnage, Si je peux me pardon. permettre, je te Oui. coupe. Mais si quelqu'un te dit ça, en te reprochant, entre guillemets, d'être un adolescent et de poster tous les jours, ça veut dire que lui, tous les jours, il te regarde et qu'il est dessus autant que toi. Il Tu est aurais vrai. pu lui répondre ça. J'aurais pu lui répondre ça, en effet. J'y ai pas pensé. Il va de soi qu'ayant travaillé dans 2 bureaux, je ne parle pas de Boussac, parce que c'était mon ex-femme, la maman de Guillaume et Thibault, qui tenait Boussac. L'intérêt, c'est que j'ai rencontré des ruraux, des agriculteurs, à l'image du film, allez, parlons-en. Liberté, égalité, permis B. Comment ils ont fait pour choisir les candidats? Ah, attends. Parce qu'il y Non, a mais des non, gens mais- qui ne savent pas de quoi on parle là tout de suite. Donc on va quand même dire que tu es passé dans une émission de télévision. Bah tiens, allez, vas-y, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé, qui t'a contacté. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas aussi. Il y en a qui le savent du coin, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Bon, alors on va ouvrir une parenthèse. Vas-y. Au niveau. J'ai eu la chance, en effet, de rencontrer Guillaume et Stevie, qui a fait le tour des auto-écoles en vue d'un reportage télévisé, qui s'appelle Liberté, égalité, permis B, qui est passé sur France 3 plusieurs fois, qui en ce moment passe dans toutes les régions de France. J'ai des témoignages, encore la semaine dernière, de Normandie, alors que je ne savais même pas qu'il passait en Normandie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils le font maintenant par région. Et sur Public Sénat, il est passé plusieurs fois et il est disponible donc sur YouTube, je pense encore, et Dailymotion. Bon, il a eu apparemment un grand succès, mais je pense que le choix de Guillaume et Stevie, il a été produit, ce film, et diffusé ici en avant-première à Guéret, puisqu'on va le dire, avec Mélissa Torio, la femme Al-Jamel de Pouce. Pourquoi ils m'ont choisi? Parce que j'étais en fin de carrière, et que peut-être que les autres auto-écoles, sans les dénigrer évidemment, sans les sous-estimer, eh bien, il a préféré choisir quelqu'un qui avait eu un bureau à Guéret, qui était en fin de carrière, qui avait fait ses preuves, et puis j'ai tout fait pour me vendre. Hein.
J'ai joué le commercial aussi, là, je ne cache Mais pas. tu sais que c'est aussi savoir saisir des opportunités. Hein. Voilà. Elle Ça était tombe belle, pas tout celle-là. du ciel. Hein. Il faut savoir se battre des fois. Hein. Oui. Et là, je reviens là-dessus. Guillaume, on le salue, il est guérétois, il connaissait la région, donc, et ça s'est très bien passé, comme avec toi aujourd'hui. Ce film, ce documentaire qui dure 50 minutes, les élèves, comment ils les ont choisis? Un peu comme moi, je choisis sur les réseaux. De différentes catégories sociales, de différents horizons, de différentes croyances. Je crois qu'il n'a pas regardé ça. Politiquement non plus. Il a regardé les profils. Celui-là, il va devenir pilote. Il veut être pilote. Celui-là, il va aller, celle-là, elle va aller à Paris dans les grandes écoles. On a parlé de ce phénomène-là. On pourrait en discuter, mais des heures tous les deux. Peut-être qu'un jour, on recommencera, mais à l'envers. C'est moi qui les pose les questions. Et à travers ce qu'on a dit tout à l'heure, j'en discuterai avec, entre guillemets, mon associé. Ainsi, les agriculteurs, les zones rurales, mais on ne voulait pas non plus montrer, mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est France 3, avec Christophe Zinelt, et puis toute une équipe à Paris qui a fait ça au bout de plusieurs semaines, parce que j'ai tourné des heures avec lui. Il fallait bien trouver un panel représentatif qui ne fasse pas honte à la Creuse, en disant ce sont que des ploucs qui restent dans leur petit réseau départemental et que, évidemment, après, on va dénigrer en disant « Ah, tu parles d'un film ». Pourquoi il a du succès? Parce que, justement, il y a eu des femmes donc harcelées, il y a eu donc des personnes issues d'un milieu agricole qui ne veulent pas s'installer parce que, il y a trop de difficultés et bien que ça leur plairait certainement d'être à leur compte, mais avec tous les problèmes qu'il y a, ils n'ont pas voulu y aller. Enfin, si tu as vu le film, tu te rappelles tout ce qu'il y a dedans. J'en zappe, bien sûr. Il y a eu des succès, on a vu les examens aussi, il y a eu des échecs. Et donc moi, je me suis dit, il y a un créneau à prendre. Déjà, je ne suis pas agent de presse, je ne suis pas à la montagne, à Issy-Creuse, je les cite, hein, je me permets, et à France 3. On m'a dit, mais regarde, il y a une annonce, cherche correspondant local. Je m'en fous de ça, moi. Donc ce que je veux, c'est faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Donc déjà, la liberté dont on parle à travers le film, début du titre, ça correspond à toute ma vie. Tu as toujours été un homme libre? Oui. C'est quoi un On homme m'a libre jamais pour toi? obligé à rentrer dans un réseau. On m'a pas obligé à rentrer dans certaines choses. Tu vois où je veux en venir. Donc Non, ça, je vois pas où tu veux en venir. la franc-maçonnerie, par exemple, Ah oui, c'est un sujet que tu connais? je connais plus ou moins. On m'a demandé d'y rentrer. Je suis pas. Tu as refusé? Oui, Pourquoi? je sais pas. Vraiment. Aussi, je peux le dire un peu. Vas-y. René Ranquet, né en 1927, m'a dit « Reste libre ». Alors après, pourquoi je ne suis pas rentré à la franc-maçonnerie, c'est mon problème. Bien qu'ayant des personnes qui m'ont sollicité. Jean-François, on va bientôt arriver à la fin de notre entretien qui est passé très 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 vite. J'ai 5 ou 6 questions à te poser maintenant pour bientôt clôturer tout ça. Je voudrais savoir aujourd'hui comment tu trouves le monde actuel, d'une manière générale et globale. Bien. Ce monde qui s'est accéléré, digitalisé, qui est en plein changement, réseaux sociaux, ce qu'on vient d'aborder. Comment est le monde actuel à tes yeux? Alors évidemment, avec l'âge, avec le recul, donc, on se dit il faut s'adapter à la société, elle a changé. Lors d'une interview avec Florence Parot, on a beaucoup évoqué ça justement. Il faut s'adapter sans cesse, ça bouge dans tous les sens, comme tu dis, la digitalisation contre laquelle j'étais à travers mon métier, mais tout se modernise, il y a des nouvelles enseignes au niveau commercial. J'ai évoqué ça aussi à travers les réseaux. Là, ça a provoqué beaucoup de partage quand j'ai parlé du McDonald's. Après, un autre arrive, il y a le Burger King qui va arriver. Donc, tout ce côté déjà alimentaire change un peu. On parlait de la restauration, mais ça, c'est une petite parenthèse. Il y a des améliorations au niveau des structures, je veux quand même en parler, routières. Moi, j'ai vu la 145 quand j'allais au Pont-à-la-Dauge, donc par les virages en 81, maintenant la 2 fois 2 voies. Donc ça, ce sont des améliorations. La démographie en Creuse, si on parle au niveau local, évidemment, on n'est plus que 114 000, 115 000, alors qu'on était beaucoup plus nombreux avant. Il y a un problème de natalité, donc il y a un problème aussi médical, c'est un désert médical, et ça, c'est très important. Ça mériterait encore une heure de plus. Mais par contre, au niveau actuel mondial, j'ai peur de la guerre, évidemment.
J'ai un ami, garde du corps de Sarkozy, qui a approché, il a une résidence secondaire en Creuse, mais je ne donnerai pas son nom, évidemment, pour des raisons de sécurité, mais il m'expliquait tout ça. J'ai des rencontres très intéressantes en ce moment. Tu disais tout à l'heure un monde mondain, mais je connais des personnes qui ont des responsabilités et qui, à travers des repas, j'écoute, je ne dis rien, je suis tout ça sous un œil bienveillant. Je ne divulgue pas certaines choses qui sont secrètes, mais entre des gens bien placés, avec qui j'ai la chance d'avoir des liens d'amitié, j'apprends des choses. J'ai peur de la guerre. On disait que je n'ai plus peur de la mort. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau international. Ça, j'espère qu'avec Nora, on va en parler, puisque elle travaille aux Nations Unies, donc pendant des années. Elle va m'apporter énormément dans ce domaine-là, parce que j'ai des lacunes à ce niveau-là. Il faut qu'on m'explique un petit peu. J'ai rencontré des gens dans les finances aussi. L'autre fois, à la Banque de France, on est tombé sur le numéro 4 qui nous a expliqué plein de choses qui tournent autour au niveau financier, mais qui tournent autour aussi du monde et de la planète. Ça, j'ai des choses à apprendre. Et dans un an, peut-être, si on se revoit, j'en saurai plus. Est-ce que le monde, il était mieux avant? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui pensent que c'était mieux avant? Mais c'était différent, on n'avait pas les portables, on n'avait pas d'ordinateur, on avait notre Minitel, on avait notre... Tiens, j'en ai une bonne sur le Minitel. On la sort maintenant? Vas-y, je t'en Bon, prie. allez, je vais voir un élève, on l'appelait Coluche, c'est la parenthèse, hein, c'est pour finir un petit peu, pour de bonnes conditions. Et il a utilisé un petit peu trop le Minitel rose. Ouais. Les parents étaient à leur compte. Le Minitel rose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était 3615 ULA, les trucs comme ça. Allez, pour bien parler. Hein? Et j'arrive, il me dit, tu pourras plus m'appeler à mon téléphone fixe. Pourquoi? Parce que j'ai un peu exagéré dans ce domaine. Et maman et papa, ils se demandent ce qui se passe, mais la facture, elle est un petit peu haute, et donc ils ont coupé le téléphone. Bon, allez, on ferme la parenthèse. Allez, on revient. Est-ce que le monde était, pour toi, c'était mieux avant ou pas? Alors, évidemment, tu sais bien que c'est une histoire de génération. C'est-à-dire que s'il faut revenir en arrière et refaire la vie totalement, on va pas y arriver. Sûrement qu'il était mieux avant, mais il faut évoluer. Tout évolue, donc il faut s'adapter. Je ne peux pas dire s'il était mieux avant. Moi, je préférerais avoir 20 ans maintenant que d'avoir 63 ans. On ne pourra pas revenir en arrière. On a vécu avec notre temps, les discothèques, tu as connu. Donc, elles étaient pleines. Les parquets salons où on allait, les fêtes locales, etc. Heureusement qu'on a encore nos petits marchés, nos petites foires qui donnent encore cet aspect-là. L'autre fois, avant d'aller au Trophée des entreprises, non, avant d'aller voir, allez, tu vas me dire, et ça y se la joue, voir le président de la Fédération française de rugby qui était à Dun-Palestel, j'ai eu la chance d'être invité. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, on doit se dire, mais vraiment, j'ai filmé les exposants non sédentaires du marché de Boussac, qui avaient froid, qui ne vendaient rien. Et là, on se dit, pourquoi ils filment ça? Parce que j'avais pitié d'eux. Ils n'arrivaient pas à vendre, ça paye juste le droit de place. Le gasoil, c'est exceptionnel parce qu'il faisait froid, il pleuvait. Et là, on réfléchit. Ça n'a peut-être pas trop de rapport à la question que tu m'as posée et au contexte. On a parlé d'international, mais là je parlais local. Mais c'est pour se dire, il y en a qui travaillent à fond pour essayer d'avoir un salaire ou une rétribution. Et puis d'autres, on peut le dire, qui parfois profitent d'un système, puisqu'il y a des avantages. Donc là, on rentre encore un petit peu dans ce domaine-là, mais il y a eu des avancées sociales, c'est vrai. Mais ça m'interpelle un peu, même s'ils ne le font pas exprès. Je cite un exemple. J'ai voulu prendre un élève un matin. Il était libre, il ne travaille pas. J'ai cru qu'à 8 h du matin, il était capable de prendre une leçon et d'accepter cet horaire. Ça m'a marqué. Non, Jean-François, pas les matins. Pardon. Je travaille pas, ça m'arrange, moi, pour mon planning. Parce que même midi et demi. Il y a ceux du matin. Je réponds un peu à côté de la plaque. Non, mais on a dévié, mais c'est pas grave. On a dévié, mais je voudrais. C'est bien que tu le Je dises. voulais si qu'on en parle. Oui. Tu penses qu'il y a deux France, une qui se lève tôt et une qui se lève tard? Oui. Oui, je réponds oui. J'ai compris que tu voulais pas insister. Non. Quand tu veux développer, tu développes, et là, tu veux pas. Non. Jean-François, c'est vraiment bientôt la fin. On va terminer. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise? Alors, évidemment, je pense que
la maladie, le fait que j'ai loupé plein de choses donc, à travers mon travail, pas assez voir mes enfants, je l'ai dit tout à l'heure, ne pas profiter des loisirs. Donc, c'est un message aux chefs d'entreprise, ne tombez pas dans ce cercle infernal. Et puis, la vie est tellement courte et belle qu'il faut en profiter. Et maintenant, je rebondis dans cette deuxième vie, changement d'entourage, ou en tout cas que les amis comprennent bien que ce n'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un d'autre, ce n'est pas parce qu'on change de voiture, c'est pas parce qu'on change de vie entre guillemets, c'est pas parce qu'on les voit un peu moins qu'il ne faut pas qu'on ne tient pas à eux. Il y en a qui vont comprendre. Les amis, l'amitié, pour moi, ça reste. D'accord? Une rencontre amoureuse, par contre, c'est différent. Ça peut être coupé. J'en ai connu diverses situations. Mais l'amitié, par contre, c'est énorme. Et c'est ce qui m'a sauvé, donc, pour le cancer. Je les remercie encore. Quant aux réseaux sociaux, c'est de la rigolade. Qu'on s'entende bien, ça m'occupe. Que ça fasse rire ou que ça enchante ceux qui me suivent, et je les remercie bien sûr de me suivre, et à travers ce qu'on va faire, il y aura de la nouveauté, et j'ai dit quelques projets, il y en aura d'autres, et ça, on verra, je les étudierai notamment, parce que je prends 5 jours de repos, j'en ai bien besoin, à travers tout ce que j'ai fait, tu disais, tous les jours j'ai rencontré, mais oui, mais j'ai bougé, et il faut réfléchir, anticiper, qu'est-ce que je vais faire demain? On m'a dit, mais tu dors plus. Mais si, je dors encore, qui se rassure. Et Jean-François, il est là, il est vivant, et il va continuer à faire ce qu'il a envie de faire. Si tu devais laisser un message aujourd'hui à des jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais? Comme conseil de vie, par exemple. Je leur dirais de choisir les bonnes personnes, en espérant qu'ils aient de la chance au niveau du travail, d'avoir des opportunités à saisir, après réflexion, on ne signe pas des contrats comme ça, en fonction de leur domaine respectif, de choisir les bonnes voies en fonction des mouvements qu'il y a eu dans la société, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, de se battre et de bouger. S'ils veulent bouger, s'ils ne veulent pas rester en France, s'ils ne veulent pas rester dans le département, mais il n'y a pas de honte à avoir. Il y a ceux qui ne veulent pas bouger, j'en connais. Non, on reste à Guéret, on reste là, on ne veut pas quitter papa, on ne veut pas quitter maman. Je ne suis pas un exemple là-dessus, puisque je suis resté 42 ans et demi en Creuse. Mais qui veulent ne pas se lancer dans une société, qui veulent ne pas se mettre à leur compte, parce qu'ils trouvent que c'est trop fragile actuellement pour se lancer. En fonction de leur situation, on a des besoins dans tous les domaines. On voit bien ici, il y a un manque, notamment dans les restaurants futurs à ouvrir. J'ai mon filleul en ce moment qui hésite pour s'installer alors qu'il a une très belle place en tant que salarié. On l'incite à s'installer, mais ils ont peur. Donc il y a des peurs. Je pense qu'il y a des obstacles, peut-être. Il n'y a pas assez d'incitation. Tu as envie d'encourager ces jeunes-là Oui. à entreprendre Oui, j'aimerais bien faire partie de ces clubs d'entreprise ou de ces, comment on appelle ça, je sais pas, il existe ici à Guéret des chambres. Ouais. Ah, des clubs de business, tu veux dire? Oui, des choses voilà, comme ça t'en fais partie sûrement. Donc, évidemment, donc ces jeunes, eh ben, je leur souhaite déjà beaucoup de courage parce que dans une situation économique, politique, nationale ou internationale difficile, et je les comprends. Mais je comprends aussi ceux qui veulent s'extérioriser, je reviens là-dessus, et il faut respecter leur choix. Ils peuvent tenter des expériences. Maintenant, c'est rare de rester dans le même métier. J'en connais plein qui se reconvertissent parce que ça ne leur plaît pas dans ce domaine. Mais allez-y, continuez, il faut, même si on a un diplôme supérieur, j'en connais qui ont des diplômes, qui ont des bac plus 8, bac plus 9, ils n'arrivent pas à trouver leur voie. J'en ai eu des élèves qui ont brillé. Oui, mais briller, qu'est-ce qu'on m'a dit? J'en connais une en ce moment qu'on va voir bientôt sur les réseaux. Elle a eu 20,7. Bah, elle dirige des hôpitaux à Paris, mais elle est contente. Je pensais qu'elle allait peut-être trouver autre chose, mais c'est excellent. Et puis d'autres qui ont fait peu d'études et qui restent, et j'espère qu'il y en aura toujours dans l'artisanat, au niveau agricole. Donc, je ne comprends pas qu'au niveau de France Travail, au niveau des agences intérimaires, qu'on ait des postes qui ne sont pas occupés,
qu'on est encore des gens sans emploi alors qu'on cherche du monde dans certains domaines. Donc c'est parfois un décalage, c'est pas toujours bien approprié. Donc ces jeunes, il faut peut-être qu'ils réfléchissent aussi dans quel domaine on doit rentrer. On est là, on est sûr d'avoir du travail, on est sûr d'avoir une bonne paye, on est sûr d'avoir... Donc il y a ce côté-là aussi qui rentre en ligne, on se comprend au niveau de la formation. Je te comprends. Justement, alors, à l'aube de tes 64 ans bientôt, Oui. qu'est-ce qui est important Le fameux pour toi? Verseau, hein, Ouais, ça c'est approche, ça, hein. le bientôt, encore le Verseau va revenir. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Important, c'est déjà d'avoir les bonnes rencontres, que ce soit au niveau à titre personnel et au niveau professionnel. Et donc, continuer les études, il ne faut pas avoir peur. Si on a des bourses, des possibilités, continuer à briller. Notre France a de nombreuses personnes qui, justement, donc, nous ont fait avancer dans différents domaines. Selon leurs possibilités, il y en a, ils sont intellectuels, il y en a, ils sont pratiques, il y en a qui se lancent dans un CAP, ça leur suffit, ils sont contents, j'en ai fait briller, j'en ai trouvé des CAP. Je voudrais juste qu'on il faut revienne, ok. tu vois, parce qu'on est encore sur les jeunes, mais vraiment, je voudrais avoir ton avis sur toi. Qu'est-ce qui est important dans la vie, d'une manière générale? Tu es un homme qui a bien vécu jusqu'à maintenant, avec des réussites, des moments difficiles qu'on a évoqués. Les choses importantes dans la vie, c'est quoi? La santé, déjà. C'est la preuve. Quand je vois que je vais beaucoup mieux, je me dis, tu ne te rendais pas compte, quand tu travaillais, peut-être soigné pour une grippe, pour un petit bobo. Maintenant, j'ai tout relativisé. Donc la santé, déjà, c'est une chose. Ensuite, le bonheur, c'en est une autre. Comment on le trouve, le bonheur? Ça, c'est difficile à expliquer, c'est personnel, je pense. Ça va m'emmener vers ma toute dernière question, Jean-François. Et on va conclure là-dessus. Je voudrais que tu me dises, pour toi, personnellement, c'est quoi la recette du bonheur? Donc c'est une question un peu doublon, mais... Non, tout à l'heure, je t'ai demandé ce qui était important dans la vie. Oui. Et maintenant, moi, je voudrais que tu Bah, nous j'ai donnes, dit c'est tout à quoi l'heure. ta recette du bonheur? À toi. La recette, c'est laquelle? Pas facile, c'est une question un petit peu difficile pour terminer, mais Elle c'est est libre et c'est la s'épanouir. dernière question. Oui, c'est Ta s'épanouir. recette. C'est donc faire les choses qui plaisent. Ça peut être, moi, je me plais me retrouver avec les amis au rugby. Le rugby ne plaît pas à tout le monde. Ce côté convivial m'a attiré dans ce domaine. On rigole, on fait des blagues, on se comprend, il y a des liens. Donc, faire partie parfois d'un club sportif, je parle au niveau de la direction, être un supporter. Donc, il y en a d'autres pour qui c'est la musique, et il y en a d'autres pour qui c'est dans notre domaine, qui veulent assister à un concert, qui veulent, du moment qu'on prenne du plaisir déjà, du plaisir, que ce soit en solo, en duo ou en collectif, l'essentiel c'est ça déjà. Prendre du plaisir. La santé, le plaisir, puis après, avoir un métier qui plaît. S'il ne plaît pas, on change si on peut. Si on veut rester dans le département, on y reste. Si on veut aller ailleurs, on y va. Parfois, ce sont des rencontres qui font qu'on s'expatrie. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 20 ans. Chacun a son cursus, chacun a sa vie. Donc c'est difficile de traduire comment trouver du bonheur. C'est mon point de vue. Jean-François, merci d'avoir été mon premier invité. Je suis très honoré. On a passé 1h40 ensemble. C'est passé très vite. Et je trouve que tu as témoigné beaucoup de sincérité. Je suis très content que tu te sois livré. Comment est-ce que toi, tu as vécu ce moment avec nous? Je n'ai pas vu Benoît et je te remercie de m'avoir choisi et tu as tenu ta parole. Que je sois ton premier invité de ce hors-piste. J'espère ne pas avoir été hors sujet. En tout cas, ça a été, comme tu me l'avais dit, tous azimuts, en essayant de ne pas évoquer trop le domaine dont on avait parlé. Il y a des questions personnelles, je n'ai rien caché, j'ai été droit dans mes bottes, comme je te l'avais dit aussi. J'espère que cette émission aura un grand succès. Je vous souhaite une belle continuation pour donc, ce podcast qui, sans moi, de toute façon, je le sais, je te connais, aurait marché quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, je suis très honoré d'avoir été le premier ici. Et continuons ensemble pour la Creuse, nous deux, avec nos chaînes respectives. Et on te fera aussi, nous, des surprises.
Merci beaucoup. Merci d'être venu.